Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire épique de l'Égypte ancienne, l'une des plus grandes civilisations du monde. Des premiers pharaons et des majestueuses pyramides, aux puissantes reines et aux batailles légendaires, l'ascension et la chute de l'Égypte sont un voyage rempli de mystères, de gloire et d'un héritage intemporel. Restez avec nous pendant que nous explorons comment le Nil a façonné un royaume qui continue encore aujourd'hui de fasciner le monde. Avant de commencer, nous aimerions votre doux soutien. Fixons-nous comme objectif 1000 mentions, j'aime, un geste simple qui nous aide à continuer à partager ces récits apaisants. Alors, installez-vous confortablement, laissez l'histoire se dérouler et permettez au mystère des civilisations perdues de calmer votre esprit et de vous conduire vers la sérénité. La naissance de l'Égypte. Des établissements préhistoriques au royaume unifié, imaginez-vous debout sur les rives d'un fleuve, si puissant qu'il façonne la vie de tous ceux qui l'entourent. Ce fleuve, c'est le Nil. Eh bien, avant les grandes pyramides ou les puissants pharaons, c'est lui qui a rendu possible l'existence de l'Égypte. Imaginez une terre faite de villages épars et de petites communautés agricoles, chacune dépendant des crues annuelles du Nil pour survivre. Voilà à quoi ressemblait l'Égypte préhistorique, une terre sauvage pleine de potentiel, attendant quelqu'un pour apporter l'ordre au chaos. Des milliers d'années avant l'ère des rois, des peuples vivaient déjà le long de ce fleuve nourricier. D'abord chasseurs-cueilleurs, ils découvrirent peu à peu l'agriculture. Le blé et l'orge remplacèrent les céréales sauvages, et grâce aux crues du Nil, ils purent produire des surplus. Soudain, les établissements purent soutenir de véritables communautés, et plus les communautés grandissaient, plus le besoin de chefs et de rois se faisait sentir. Mais l'Égypte n'a pas toujours été un royaume unifié. Pendant des siècles, la haute, Égypte au sud et la basse, Égypte au nord, existaient comme deux mondes distincts. La vallée étroite de la haute, Égypte donna naissance à des villages puissants, tandis que le delta de la basse, Égypte abritait un réseau de petits établissements dispersés. Le commerce, les conflits et la diplomatie rapprochèrent peu à peu ces régions. Avec le temps, des chefs, des guerriers et des prêtres émergèrent, tous en quête de pouvoir. L'unification de l'Égypte est enveloppée de mystères et de légendes. Selon la tradition, un roi nommé Narmer ou Ménès unit la haute et la basse. Égypte autour du XXIe siècle, avant notre ère. Imaginez les défis qu'il dut relever, rapprocher des cultures différentes, imposer des lois et établir son autorité. Pourtant, il réussit, et avec cette unification, la première dynastie d'Égypte vit le jour. Avec l'unification, apparut une nouvelle conception du pouvoir. Le pharaon n'était pas seulement un roi, il représentait une puissance suprême, un pont entre le peuple et le divin. Cette idée traversa toute l'histoire de l'Égypte, marquant la politique, la religion, l'architecture et l'art. La naissance de l'Égypte fut aussi une histoire d'innovation. L'écriture commença par de simples symboles destinés à noter les échanges, puis évolua en hiéroglyphes. Les systèmes d'irrigation, la spécialisation des métiers et les premières formes de gouvernance virent également le jour. Ces avancées étaient liées aux événements futurs, comme la maîtrise agricole, qui fit de l'Égypte une cible de choix pour les envahisseurs. En regardant en arrière vers ces établissements préhistoriques du Nil, il est clair que ces débuts modestes ont préparé le terrain à l'ascension glorieuse de l'Égypte et à sa chute, marquée par des luttes internes et des invasions étrangères. La naissance de l'Égypte n'était que le commencement d'une saga qui continue de captiver le monde, le Moyen Empire. Restauration et expansion. Imaginez vous réveiller dans un pays déchiré par le chaos. Les crues des fleuves deviennent imprévisibles, les paysans peinent à nourrir leurs familles, et les chefs locaux se battent pour le pouvoir. Voilà à quoi ressemblait l'Égypte après l'effondrement de l'Ancien Empire. Une période que les historiens appellent parfois la première période intermédiaire. La grandeur des pyramides
et l'autorité incontestée des pharaons s'était évanouie, laissant le pays morcelé. Mais de ce tumulte naquit une nouvelle ère, le Moyen Empire, une époque où l'Égypte retrouva son unité et commença à étendre son influence bien au-delà de ses anciennes frontières. Le Moyen Empire commença officiellement vers le 21e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Mentuhotep II, un souverain originaire de la région thébaine. C'est lui qui parvint enfin à réunifier la haute et la basse Égypte après des décennies de conflits internes. Imaginez le soulagement du peuple égyptien à ce moment-là. Plus de princes rivaux luttant pour le pouvoir, plus d'incertitude sur qui dirigeait le pays. La victoire de Mentuhotep n'était pas seulement un triomphe politique, c'était le signe que l'Égypte pouvait renaître de ses cendres, tel un phénix, et renaître, elle le fit. Cette période fut marquée par la restauration. Les pharaons reconstruisirent des temples, réparèrent les systèmes d'irrigation et redonnèrent vie à la bureaucratie qui avait autrefois rendu l'Égypte si efficace. Ils comprenaient que le Nil n'était pas qu'un fleuve. Il était le souffle vital de leur civilisation. En gérant ces eaux avec sagesse, ils assuraient des récoltes abondantes et des réserves alimentaires stables, renforçant ainsi leur pouvoir. Les pharaons du Moyen Empire se souciaient aussi davantage du peuple que ceux de l'Ancien Empire. On note un véritable tournant vers plus d'équité dans la gouvernance, et la littérature de cette époque, comme les Instructions d'Amenemhat, laisse penser que les dirigeants voulaient vraiment guider leurs sujets avec sagesse. Mais le Moyen Empire ne se limita pas à regarder vers l'intérieur. L'Égypte commença à étendre son influence, envoyant des expéditions militaires vers le sud, en Nubie, où des mines d'or et des routes commerciales promettaient richesse, et vers l'est, dans le Sinaï, riche en cuivre et en turquoise. Ce n'était pas de la conquête pour la conquête, mais une stratégie. Sécuriser des ressources capables de soutenir la croissance démographique et les ambitieux projets de construction du pays. Et parlant de construction, même si les immenses pyramides de l'Ancien Empire devinrent plus rares, des ouvrages à plus petite échelle comme des forteresses et des temples fleurirent, alliant efficacité et élégance. La religion et la culture connurent aussi un renouveau. Les pharaons du Moyen Empire mirent en avant le culte d'Osiris, l'esprit de l'au-delà, donnant à chacun l'espoir de pouvoir lui aussi atteindre l'immortalité. Les temples devinrent des centres à la fois de culte et d'activité économique, montrant à quel point la religion et le pouvoir étaient désormais liés. Et voici un lien fascinant avec ce qui allait suivre. Le Moyen Empire posa les bases de la puissance légendaire du Nouvel Empire. Les systèmes administratifs, l'organisation militaire et les structures culturelles établies à cette époque préparèrent l'Égypte à devenir une véritable puissance impériale. Pourtant, comme toutes les périodes de prospérité, le Moyen Empire rencontra aussi des difficultés. Des querelles de succession et des troubles locaux rappelaient que la stabilité de l'Égypte restait fragile. Ces tensions internes, combinées aux menaces extérieures, annonçaient déjà les crises futures comme l'invasion des Hyksos et le déclin du Nouvel Empire, qui mettrait encore une fois à l'épreuve la résilience du pays. Le Moyen Empire, en somme, fut un pont entre l'âge d'or de l'Ancien Empire et l'expansion impériale du Nouvel Empire, montrant qu'à plusieurs reprises, l'Égypte pouvait s'effondrer puis se relever. Ainsi, quand on parle de l'ascension et de la chute de l'Égypte antique, le Moyen Empire illustre parfaitement la capacité de rétablissement et l'ambition. Il prouve que même après un effondrement, une civilisation peut se reconstruire et étendre son influence, préparant le terrain pour des gloires futures et des déclins inévitables. Sans cette période, les pharaons guerriers, les temples monumentaux et les figures légendaires comme Hatshepsut et Ramsès II n'auraient être jamais eu les fondations nécessaires pour créer l'Égypte dont nous gardons l'image aujourd'hui. L'histoire du Moyen Empire nous rappelle que l'histoire de l'Égypte est un cycle de résilience, de puissance et, au bout du compte, de l'impermanence qui finit toujours par rattraper les empires. Le rôle de la religion.
Comment les dieux et les pharaons ont façonné le destin de l'Égypte, ferme les yeux un instant et imagine-toi dans un temple grandiose, les murs recouverts de hiéroglyphes minutieusement gravés, l'air chargé d'encens. Les chants des prêtres résonnent dans les salles, tandis que la statue d'un dieu veille sur la foule, ses yeux semblant suivre chaque geste. En Égypte ancienne, la religion n'était pas une partie de la vie, elle était la vie elle-même. Elle dictait tout, des décisions royales aux gestes du quotidien. Pouvoir divin et pharaon étaient indissociables, chacun modelant le destin du pays d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Dès le départ, les souverains égyptiens n'étaient pas vus comme de simples rois, mais comme des êtres divins. Les pharaons étaient considérés comme des intermédiaires entre les dieux et les hommes. Leur mission principale était de maintenir la Maat, l'ordre sacré de l'univers, pour que le soleil se lève chaque jour et que le Nil déborde de ses eaux nourricières. Le pharaon devait rester en communion constante avec les dieux. Une seule erreur pouvait rompre ce fragile équilibre entre le divin et le terrestre. Parlons des dieux eux-mêmes. Les Égyptiens vénéraient un panthéon immense et complexe, avec une divinité pour chaque aspect de la vie. Ré, le dieu du soleil, était le plus important, créateur de tout et maître du ciel. Son voyage quotidien à travers les cieux était censé maintenir le monde en vie. Osiris, dieu de l'au-delà, occupait aussi une place centrale. Il régnait sur les morts, garantissant aux justes un passage honorable vers l'éternité. Et il ne faut pas oublier Isis, la grande déesse mère, symbole d'amour, de magie et de protection. Ces divinités n'étaient pas de simples figures lointaines. Elles faisaient partie du quotidien. Les Égyptiens leur adressaient des prières pour de bonnes récoltes, pour guérir d'une maladie ou pour se protéger. Des temples et sanctuaires dédiés parsemaient le territoire, chacun étant un lieu sacré où les hommes cherchaient à gagner la faveur des dieux. Les prêtres, seuls autorisés à communiquer avec eux, détenaient un pouvoir considérable, gérant richesses et ressources. Parfois, ces institutions religieuses rivalisaient même avec l'autorité du pharaon, faisant de la religion autant une question de politique que de foi. Quant aux pharaons, ils incarnaient les dieux vivants. Protecteurs de l'Égypte, ils étaient responsables du maintien de la Maat et de la défense contre le chaos. Leur statut divin leur conférait un pouvoir absolu, mener des guerres, édifier des monuments, promulguer des lois, tout cela au nom des dieux. Chaque action qu'il s'agisse de construire une pyramide ou de remporter une bataille était perçue comme l'expression de la volonté divine. Un exemple frappant de ce lien entre religion et pouvoir fut le règne d'Akhénaton. Ce pharaon tenta une réforme radicale, remplacer le polythéisme par le culte exclusif d'Aton, le disque solaire. Cette tentative de monothéisme bouleversa la société égyptienne. Imagine le choc d'un peuple voyant ses croyances ancestrales remplacées par l'adoration d'un seul Dieu. Même si cette réforme fut annulée après sa mort, elle démontre à quel point religion et politique étaient imbriquées, capables de remodeler en profondeur la société. La religion jouait aussi un rôle clé dans la politique extérieure. Les pharaons justifiaient leur conquête en se présentant comme des instruments divins. Étendre leur territoire n'était pas seulement une question de ressources, mais aussi de diffuser la lumière des dieux égyptiens sur d'autres peuples. Les terres conquises étaient intégrées dans le système religieux, adoptant parfois les divinités égyptiennes ou reconnaissant la souveraineté divine du pharaon. Au final, le destin de l'Égypte était intimement lié à sa religion. La force du lien entre pharaon et Dieu conditionnait la prospérité du pays. Quand les pharaons perdaient la faveur divine, le chaos s'installait, défaites militaires, rébellions internes ou encore affaiblissement des crues du Nil. À l'inverse, lorsque les dieux semblaient sourire, l'Égypte rayonnait, érigeant des monuments et étendant son influence. L'ascension et la chute de l'Égypte, de ses origines jusqu'à la conquête romaine, témoignent de l'impact immense de la religion et du rôle des pharaons dans le destin du pays. Pour les Égyptiens,
Les dieux n'étaient pas des abstractions. Ils étaient des forces bien réelles, capables de créer ou de détruire. Et au centre de ce drame sacré se tenait le Pharaon, roi suprême, dont le sort dépendait de la faveur divine. Ainsi, l'histoire de l'Égypte n'est pas seulement celle d'empire et de conquête, c'est une histoire de volonté divine, de Dieu et d'hommes, et de la manière dont ils ont façonné l'une des civilisations les plus puissantes que le monde ait jamais connue. L'effondrement de l'Ancien Empire. La première crise de l'Égypte, pendant près de 5 siècles, l'Ancien Empire d'Égypte brilla comme un phare de stabilité, de richesse et de puissance. Les pharaons régnaient en tant que divinités vivantes, et leurs pyramides monumentales dominaient le paysage comme symbole de la force inébranlable de l'Égypte. Mais comme pour toutes les grandes civilisations, même les empires les plus puissants connaissent des moments de vulnérabilité. Et pour l'Égypte, ce moment arriva avec l'effondrement de l'Ancien Empire, une crise qui changea à jamais le cours de son histoire. Imaginez l'époque où l'Égypte était à son apogée, ses pharaons semblant invincibles. Les pyramides de Gizeh étaient en construction, et le pays connaissait une prospérité sans précédent. Mais au fil des siècles, des fissures commencèrent à apparaître. Les institutions mêmes qui avaient rendu l'Égypte si forte un pouvoir central solide, d'immenses ressources et une bureaucratie bien organisée commencèrent à s'affaiblir. Ces fissures, d'abord discrètes, allaient finir par provoquer la première grande crise de l'histoire égyptienne. La chute de l'Ancien Empire fut déclenchée principalement par une combinaison d'instabilité interne et de pressions extérieures. Le gouvernement central, longtemps dirigé par des pharaons puissants, perdit peu à peu son contrôle. Les richesses colossales de l'Égypte, concentrées entre les mains de l'élite, accentuaient le fossé entre les dirigeants et le reste de la société. À mesure que le royaume s'étendait, les exigences sur ses ressources augmentaient. Le financement des gigantesques projets de construction, comme les pyramides, épuisa rapidement le trésor royal, et bientôt l'Égypte connut des difficultés économiques. Mais le coup le plus dur fut une série de bouleversements climatiques. Le Nil, source de vie du pays, cessa de déborder régulièrement comme autrefois. Or, l'inondation annuelle permettait aux paysans de produire assez de récoltes pour nourrir toute la population. Sans elle, la famine et la disette s'installèrent. L'effondrement économique qui en résulta affaiblit encore davantage le pouvoir central, et lorsque l'économie s'écroula, l'autorité divine du pharaon vacilla elle aussi. C'est alors que les premiers signes de fragmentation politique apparurent. Les gouverneurs régionaux, appelés nomarques, jusque-là fidèles au pharaon, devinrent de plus en plus puissants. Ces chefs locaux commencèrent à agir de manière indépendante, se concentrant sur le bien-être de leur province plutôt que sur celui du royaume entier. Le gouvernement central, miné par les conflits internes, ne parvint plus à imposer sa volonté. L'Égypte, autrefois unifiée sous l'autorité divine du pharaon, se morcela en une mosaïque de régions rivales, chacune dirigée par son propre chef. L'effondrement de l'Ancien Empire entraîna aussi une perte de confiance dans la capacité du pharaon à maintenir l'ordre. Le fondement même de la société égyptienne, la royauté divine, fut remis en question, tandis que la famine, la sécheresse et l'instabilité politique frappaient le pays. Le peuple se détourna de l'autorité du pharaon. Les grandes pyramides, symboles de sa puissance, commencèrent à se dégrader, reflétant le déclin de l'époque. La crise atteignit son apogée avec la chute de la 6e dynastie. Une succession de souverains de plus en plus faibles plongea l'Égypte dans le chaos politique. La mort du dernier pharaon puissant, Pépi II, marqua la fin de l'Ancien Empire. Privée de dirigeants forts, l'Égypte entra dans ce que l'on appelle la première période intermédiaire, un temps de division, de troubles et d'incertitude. Le pouvoir dynastique, qui avait autrefois unifié le pays, s'éteignit, laissant l'Égypte fracturée et vulnérable
face aux rébellions internes et aux menaces extérieures. Malgré cet effondrement, l'héritage de l'ancien empire subsista. Les pyramides, ces tombes monumentales qui caractérisent l'époque, demeurent encore aujourd'hui le témoignage de la grandeur passée. Quant au concept de royauté divine, il ne disparut pas. Il renaîtrait de plus belle au Moyen Empire, lorsqu'une nouvelle dynastie ramènerait l'ordre et l'unité. Mais la chute de l'Ancien Empire marque un tournant. Pour la première fois, l'autorité divine du pharaon fut réellement contestée, préparant le terrain aux luttes futures, internes comme externes, qui rythmeraient l'histoire égyptienne. Cette première crise ne fut pas la dernière. Les forces qui avaient provoqué l'effondrement, instabilité économique, division politique et défis environnementaux continueraient de hanter l'Égypte pendant des siècles. Au final, la fin de l'Ancien Empire ne fut pas seulement la clôture d'une époque, mais aussi le début d'un nouveau chapitre qui mènerait à l'essor du Moyen Empire et au retour de la puissance égyptienne. Mais sur le moment, l'Égypte dut affronter les conséquences de sa première grande crise. Une leçon sur la fragilité des civilisations, même les plus puissantes, lorsque leurs fondations commencent à s'effriter. Cléopâtre Sept, la dernière pharaone d'Égypte, le nom de Cléopâtre Sept traverse les siècles, évoquant beauté, intelligence et intrigue politique. Mais son histoire ne se résume pas à sa romance avec Jules César et Marc-Antoine. Elle constitue le dernier chapitre du grand récit de l'essor et du déclin de l'Égypte. Dernière souveraine de la dynastie ptolémaïque, son règne marqua la fin d'une ère millénaire. Sa vie, faite de drames, de luttes de pouvoir et d'alliances complexes, fut aussi celle d'un royaume au bord de l'effondrement. Imagine une femme née dans le luxe et la puissance, mais plongée en pleine tourmente. Cléopâtre n'était pas seulement belle, elle était brillante, parlait plusieurs langues et maîtrisait la politique de son temps. Sa plus grande force résidait dans sa capacité à naviguer entre les sables mouvants des pouvoirs égyptiens et romains. Lorsqu'elle devint reine, l'Égypte n'était plus que l'ombre de sa grandeur passée, devenue un simple pion face à l'immense empire romain. Cléopâtre comprit que sa survie passait par des alliances avec les hommes les plus influents de Rome. Son premier grand coup politique fut son alliance avec Jules César. À ce moment-là, l'Égypte était déchirée par des rivalités au sein de la famille royale. Son jeune frère, Ptolémée XIII, co-régnait avec elle mais voulait l'évincer. Dans un geste audacieux, Cléopâtre se fit fameusement introduire auprès de César, roulée dans un tapis, pour plaider sa cause. Son charme et son intelligence conquirent César. Ensemble, ils vainquirent les partisans de son frère et consolidèrent sa position sur le trône. La relation de Cléopâtre avec César dépassa la politique. Ils devinrent amants et eurent un fils, Césarion. Ce lien resserra les attaches de la reine avec Rome, mais la mit aussi en porte-à-faux avec le Sénat, surtout après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ. Stratège, Cléopâtre réagit vite. Elle s'allia à un autre général puissant, Marc-Antoine. Tous deux cherchèrent à neutraliser les assassins de César et à affermir leur contrôle sur l'est de la Méditerranée. L'histoire d'amour entre Cléopâtre et Marc-Antoine est devenue légendaire, souvent décrite comme une passion dépassant la politique. Mais leur partenariat était aussi calculé. Cléopâtre voyait en Antoine la chance de rendre à l'Égypte sa splendeur, tandis qu'Antoine avait besoin de sa richesse et de son influence pour ses campagnes. Ensemble, ils étendirent leur pouvoir en Orient, mais leur rivalité avec les autres maîtres de Rome, en particulier Octavien, le futur empereur Auguste, scella leur destin. La situation bascula lors de la bataille d'Actium en 30 et un avant Jésus-Christ. Les forces d'Antoine et de Cléopâtre furent décimées par la flotte d'Octavien, et tous deux se replièrent en Égypte. L'année suivante, les troupes d'Octavien marchèrent sur Alexandrie. La fin était proche. Plutôt que de subir la capture et l'humiliation, Cléopâtre mit fin à ses jours selon la tradition, par la morsure d'un aspic, même si les détails restent incertains. En apprenant sa mort,
Antoine se suicida lui aussi. La dernière pharaone avait disparu. La mort de Cléopâtre marqua la fin de l'indépendance égyptienne. L'Égypte fut annexée par Rome et devint une province de l'Empire. La grande civilisation qui avait bâti les pyramides et régné sur le Nil passait sous contrôle romain, perdant son ultime bastion de souveraineté. Mais l'héritage de Cléopâtre ne s'éteignit pas. Son histoire fascine depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. On se souvient d'elle non seulement comme d'une amante ou d'une reine, mais comme d'une souveraine brillante et complexe qui fit tout pour sauver son royaume. Sa maîtrise du jeu politique romain, ses liens avec deux des hommes les plus puissants de Rome et sa fin tragique en font l'une des figures les plus captivantes de l'histoire. D'une certaine manière, la vie de Cléopâtre reflète l'ascension et la chute de l'Égypte elle-même. Née dans une dynastie qui avait régné sur un empire, elle passa son règne à tenter de raviver la gloire passée. Au final, comme l'Égypte, elle ne put échapper à la puissance de Rome. Pourtant, son histoire intimement liée à la chute de son pays demeure l'un des chapitres les plus fascinants du monde antique. La conquête romaine. L'Égypte devient une province. Imaginez l'ancienne Égypte, autrefois toute puissante, ses pyramides dominant le désert. Ces pharaons considérés comme les autorités suprêmes sur terre passaient soudain sous l'ombre d'une nouvelle puissance. Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ, et l'Égypte, après des siècles de gloire, s'apprête à vivre un nouveau chapitre qui changera son destin à jamais. Les Romains, à l'apogée de leur empire, tournent leur regard vers la terre des pharaons, et, au fil d'événements dignes d'une tragédie, l'Égypte finira par devenir une province de Rome. Au cœur de la chute de l'Égypte face à Rome se trouve une femme, Cléopâtre VII. Elle n'était pas seulement la dernière souveraine d'Égypte. C'était une reine dont l'intelligence, le charisme et l'habileté politique rivalisaient avec celle des plus grands généraux romains. Son règne fut une navigation permanente dans les eaux troubles de la politique romaine. Fine diplomate, elle chercha l'alliance de deux figures majeures de Rome, Jules César, puis, plus tard, Marc-Antoine. Ses relations avec eux n'étaient pas seulement personnelles, mais profondément politiques, et elles jouèrent un rôle déterminant dans le drame qui mena à la conquête de l'Égypte. L'alliance de Cléopâtre avec Jules César sembla d'abord apporter une période de stabilité. Après la victoire de César dans la guerre civile romaine, il se rendit en Égypte, prit Cléopâtre pour alliée puis pour amante. Ensemble, ils consolidèrent son trône, mais leur union allait bien au-delà de la romance. Pour Cléopâtre, c'était une stratégie visant à préserver l'indépendance de l'Égypte face à Rome, du moins pour un temps. Cléopâtre donna naissance au fils de César, Césarion, symbole de leur union et héritier potentiel des trônes égyptiens et romains. Cependant, après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, Cléopâtre se retrouva en position périlleuse. Elle s'allia rapidement à Marc-Antoine, autre figure clé en quête de pouvoir. Tous deux formèrent un partenariat politique et militaire puissant qui mit en fureur l'élite dirigeante de Rome. Aux yeux des Romains, le lien d'Antoine avec Cléopâtre passait pour une trahison. Le Sénat, mené par Octavien, le futur empereur Auguste, craignait que leur alliance ne menace la stabilité et la puissance de Rome. La tension entre Octavien et Antoine culmina lors de la célèbre bataille d'Actium, en 30 et un avant Jésus-Christ. Ce fut un affrontement naval entre les forces d'Octavien et la flotte réunie d'Antoine et de Cléopâtre. Malgré leurs efforts, Antoine et Cléopâtre furent nettement vaincus. Cette défaite marqua le début de la fin pour eux et pour l'Égypte en tant que puissance indépendante. Accablé et vaincu, Antoine se donna la mort. Cléopâtre l'imita peu après, scellant la fin tragique et spectaculaire de la dynastie ptolémaïque, qui avait régné sur l'Égypte pendant près de 300 ans. Avec la chute de Cléopâtre et d'Antoine, le sort de l'Égypte fut scellé. Octavien, désormais maître unique de Rome, entra à Alexandrie
et annexa l'Égypte à l'Empire romain en 30 avant Jésus-Christ. L'Égypte devint une province romaine et, avec elle, la dernière des grandes civilisations antiques fut absorbée par la puissance grandissante de Rome. Pour les Romains, l'Égypte était un prix inestimable. Ses terres riches en blé étaient essentielles pour nourrir la population romaine, et sa grande richesse renforçait l'empire. Les Romains conservèrent l'apparence d'une monarchie égyptienne traditionnelle, avec un gouverneur nommé par Rome qui régnait au nom de l'empereur. Mais les pharaons avaient disparu. L'Égypte était désormais fermement contrôlée par Rome. Les souverains divins furent remplacés par des administrateurs romains et la splendeur de l'ancienne civilisation égyptienne s'effaça peu à peu dans l'ombre de l'Empire. La conquête romaine marqua la fin d'une époque. Le royaume autrefois indépendant et puissant devenait une province au sein d'un vaste empire. Pourtant, même absorbée par Rome, l'Égypte continua de rayonner par son héritage. Les Romains, fascinés par ces monuments, intégrèrent de nombreux éléments de la culture égyptienne. Des temples dédiés aux divinités égyptiennes furent érigés à Rome, et l'art comme l'architecture romain s'inspirèrent de modèles égyptiens. En un sens, l'esprit de l'Égypte vécut au cœur de l'Empire romain. Mais ce n'était plus la même chose, ce n'était plus la terre des pharaons, seulement une province d'un empire s'étendant de la Bretagne aux sables du Proche-Orient. La conquête de l'Égypte par Rome représente le dernier chapitre de l'ascension et de la chute de cette civilisation antique. Civilisation qui s'était dressée au carrefour de l'Afrique et de l'Asie, qui avait bâti des merveilles monumentales et créé une culture millénaire, elle devint partie d'un monde plus vaste. L'indépendance fut perdue, mais l'héritage égyptien continua d'influencer le monde via les Romains et au-delà marquant l'art, l'architecture, la religion et la culture pendant des siècles. Quand l'Égypte devint province romaine, ce fut à la fois la fin d'une ère et le début d'une autre. Les pharaons n'étaient plus, mais l'héritage de l'Égypte, ses réalisations prodigieuses et son mystère impérissable demeura à jamais présent dans la mémoire du monde. L'âge des pharaons. Les premières dynasties de l'Égypte, imaginez-vous entrer dans une terre où le désert rejoint le Nil, où une civilisation commence tout juste à s'épanouir. Vers 30 et 100 ans avant notre ère, un événement monumental survint, un événement qui allait changer l'histoire pour toujours. Un roi puissant, Narmer aussi connu sous le nom de Ménès, unifia la haute et la basse Égypte. Ce fut la naissance d'une Égypte unifiée, et avec elle débuta l'âge des pharaons. Mais comment cette ère ancienne a-t-elle posé les bases de la grande civilisation que nous associons aujourd'hui aux Égyptiens? Les premiers pharaons n'étaient pas seulement des dirigeants, ils étaient perçus comme des idoles sur terre, l'incarnation vivante d'un pouvoir divin. Ils régnaient sur une terre à la fois fertile et imprévisible, grâce au puissant Nil. Le fleuve apportait la vie par l'agriculture, mais aussi la destruction par ses crues annuelles. Les pharaons étaient vus comme le lien entre les esprits et le peuple, garant de la survie de l'Égypte à travers les crues et au-delà. Leur rôle n'était pas seulement politique, il était aussi spirituel, basé sur l'équilibre, l'harmonie et le droit divin. La première dynastie, dirigée par Narmer et ses successeurs, mit en place des traditions qui dureraient des millénaires. Le concept de royauté divine fut solidifié, et le pharaon naquit à la fois comme chef politique et figure religieuse. Ses dirigeants instaurèrent une administration solide pour contrôler les ressources du Nil, gérer le commerce et maintenir la stabilité. Quelques siècles plus tard, la troisième dynastie apporta les pyramides. Le pharaon Djéser fit construire la pyramide à degrés de Saqqara, la première du genre. Ce n'était pas seulement un tombeau, c'était un symbole, une déclaration de puissance éternelle et une promesse que l'Égypte défierait le temps. Mais à mesure que le pouvoir dynastique s'étendait, la complexité politique grandissait aussi. Les premiers pharaons durent affronter des troubles internes, des défis à leur autorité et des invasions étrangères. La deuxième dynastie connut une période d'instabilité, certains rois faisant face à des rébellions
et même à des assassinats. Pourtant, le pouvoir des pharaons ne cessa de croître. Au fil des dynasties, l'Égypte étendit son influence par des campagnes militaires et des alliances stratégiques, renforçant encore leur rôle de maître d'un puissant empire. L'âge des pharaons vit naître une culture sans pareille. Les premières dynasties posèrent les fondations du système religieux et social de l'Égypte, donnant le ton pour une ère qui allait durer des millénaires. Cependant, malgré leur pouvoir, ces dirigeants restaient mortels, soumis aux mêmes forces de la nature. L'ascension des premières dynasties marqua le commencement d'une civilisation remarquable, une civilisation qui allait laisser une empreinte indélébile sur le monde. Mais même eux ne purent échapper aux marées du temps. L'âge des pharaons ne se résumait pas seulement au pouvoir, c'était le premier chapitre d'une saga qui allait s'étendre sur des millénaires. Il marqua la naissance d'une culture qui croyait en la vie éternelle, où les rois régnaient comme des idoles, et dont les décisions résonnaient à travers le temps. Tout commença avec l'unification de la haute et de la basse Égypte, un moment qui posa les fondations de tout ce qui allait suivre. Les pyramides, monuments de puissance et héritage éternel, imagine-toi debout au pied de l'une des grandes pyramides d'Égypte, la tête levée vers l'immense structure qui s'élève au-dessus de toi. L'échelle est si impressionnante qu'elle semble presque irréelle, n'est-ce pas? Construite il y a plus de 4000 ans, ces merveilles demeurent parmi les symboles les plus emblématiques de la puissance de l'Égypte antique. Mais pourquoi les Égyptiens ont-ils déployé des efforts si extraordinaires pour ériger ces tombes pour leurs pharaons, et que nous révèle leur héritage sur la civilisation qui les a bâtis? Les pyramides de Gizeh, et surtout la Grande Pyramide, n'étaient pas seulement destinées à honorer les morts, elles reflétaient la puissance des pharaons. Ces tombeaux monumentaux s'inscrivaient dans une croyance qui associait le roi au divin, garantissant que son esprit vivrait pour l'éternité. Érigées durant la 4e dynastie, vers le 26e siècle avant Jésus-Christ, elles représentaient le summum de l'architecture et du génie technique. La Grande Pyramide, attribuée au pharaon Khéops, est restée la plus haute construction humaine du monde pendant plus de 3000 ans, un témoignage de la vision et de la puissance des souverains égyptiens. Mais ce n'était pas seulement une question de taille. La précision de leur construction, avec des millions de blocs de pierre colossaux, défie encore l'imagination. Pas de grues, ni de machines modernes, seulement la force humaine, l'ingéniosité et une compréhension des mathématiques et de l'astronomie incroyablement en avance sur leur temps. Les pyramides n'étaient pas de simples sépultures. Elles constituaient la déclaration ultime de l'autorité divine du pharaon, bâties pour défier les siècles et assurer sa place dans l'au-delà. Et elles ont réussi. Aujourd'hui encore, elles attirent des millions de visiteurs fascinés par leur majesté intemporelle. Elles représentent aussi un point de rencontre unique entre pouvoir, religion et culture dans l'Égypte antique. À l'intérieur, les chambres funéraires regorgeaient de trésors, de nourriture et de statues de serviteurs destinés au voyage du roi dans l'au-delà. Les Égyptiens croyaient que l'esprit du pharaon continuerait à protéger le pays et à assurer sa prospérité. Leur construction mobilisait d'immenses ressources et des milliers d'ouvriers, considérés comme un investissement indispensable dans l'avenir de la nation. Cependant, au moment où ces pyramides s'élevaient, l'Égypte traversait déjà de grands bouleversements. Leur édification marquait l'apogée de la puissance du royaume, mais l'Ancien Empire finit par s'effondrer, miné par des conflits internes et des difficultés économiques, entraînant la division du pays. Les pyramides, aussi majestueuses soient-elles, n'ont pas suffi à préserver l'unité. Aujourd'hui, elles ne symbolisent pas seulement la grandeur passée de l'Égypte, elles rappellent qu'un héritage peut survivre à la chute d'une civilisation. Même lorsque la puissance de l'Égypte s'est éteinte, les pyramides sont restées, témoins silencieux de l'ambition, de la foi et de l'immortalité. L'Ancien Empire, l'aube de l'âge d'or de l'Égypte antique, imagine une époque où l'Égypte commençait à émerger des sables de ses déserts, un pays où de puissants souverains allaient bientôt façonner le cours de l'histoire. L'Ancien Empire, qui dura d'environ 2700 à 2100 ans avant Jésus-Christ,
marque le début de l'âge d'or de l'Égypte. C'est une période qui a défini l'identité de ce peuple et posé les fondations de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Et au cœur de ce royaume florissant se dressait quelque chose d'aussi impressionnant qu'éternel, les pyramides. Mais commençons par le début. Avant l'Ancien Empire, l'Égypte était divisée, ses terres fragmentées et vulnérables. Puis, au début du troisième millénaire avant notre ère, une lignée de souverains entreprit d'unifier le pays, tirant sa force des rives fertiles du Nil. Ses dirigeants, les pharaons, comme on les appellerait bientôt, allaient forger un empire qui durait des siècles. C'était une époque où la société égyptienne fut réorganisée, où l'on construisit une infrastructure et une économie capables de soutenir de grands projets architecturaux et des campagnes militaires. Mais il ne s'agissait pas seulement de pouvoir, c'était une vision, créer quelque chose qui durait pour toujours, un empire conçu pour l'éternité. L'un des plus grands accomplissements de l'Ancien Empire fut la construction des pyramides. La grande pyramide de Gizeh, bâtie sous le règne du pharaon Khéops, est sans doute la plus célèbre. Haute comme un immeuble de 40 étages, elle représentait un exploit technique inimaginable à l'époque. Mais elle n'était pas qu'un tombeau. Elle incarnait le pouvoir divin du pharaon et son lien avec les dieux. L'Ancien Empire reposait sur la conviction profonde que le pharaon n'était pas seulement un dirigeant, mais une divinité en chair et en os. Son rôle consistait à maintenir la Ma'a, l'équilibre de l'univers, en veillant à ce que les dieux soient honorés et que la terre prospère. Cette époque, souvent appelée l'âge des pyramides, fut aussi celle de la prospérité économique. Le Nil, dont les crues offraient des terres fertiles, constituait la base de cette richesse. Mais l'abondance du royaume ne venait pas uniquement de l'agriculture. Le commerce florissait, apportant des ressources venues d'autres contrées et faisant de l'Égypte une puissance économique majeure du monde antique. Le gouvernement, bien que très centralisé, laissait aussi aux gouverneurs locaux une part de contrôle, ce qui permettait de maintenir l'ordre et la productivité dans un vaste territoire. Pourtant, malgré ses splendeurs, l'Ancien Empire n'était pas sans faille. La richesse immense des pharaons et les chantiers titanesques des pyramides avaient un prix. L'énorme main-d'œuvre nécessaire drainait les ressources du royaume. De plus, le système religieux, qui liait le destin du pays à l'autorité divine du pharaon, commençait à montrer ses limites. Alors que le pouvoir central se renforçait, celui des gouverneurs régionaux grandissait aussi, créant des tensions. À la fin de l'Ancien Empire, ces fissures s'élargirent. L'autorité des pharaons s'affaiblit, la dynastie perdit son emprise et les tensions internes s'aggravèrent. Des sécheresses, qui réduisirent les crues du Nil, accentuèrent encore les difficultés économiques et fragilisèrent le pays. Bien que l'Égypte restât une grande civilisation, l'âge d'or de l'Ancien Empire déclinait, ouvrant la voie aux épreuves de la première période intermédiaire. Même en déclin, l'Ancien Empire laissa un héritage durable. Les pyramides, toujours debout aujourd'hui, témoignent de l'ambition et de l'ingéniosité d'une civilisation qui voulait bâtir l'éternité. Les récits de ces monuments grandioses et des pharaons qui les commandèrent nous fascinent encore, rappelant une époque où l'Égypte était à son apogée. En regardant l'histoire ultérieure de l'Égypte, sa chute, les invasions étrangères, puis l'émergence de nouvelles dynasties, il est essentiel de se souvenir que tout cela trouve ses racines dans l'Ancien Empire. La montée en puissance, l'âge d'or et les luttes qui suivirent furent tous façonnés par les bases posées durant cette période extraordinaire. En fin de compte, l'Ancien Empire ne fut pas seulement un âge d'or. Il ouvrit la voie à l'ascension et au déclin d'une civilisation entière. Et cette histoire, faite de gloire et de déclin, allait continuer à se dérouler pendant des siècles. Le Nouvel Empire, l'apogée de la puissance et de l'influence égyptienne. Imaginez une époque où l'Égypte n'était pas seulement un royaume puissant, mais le maître incontesté du monde antique. Le Nouvel Empire,
qui s'étend approximativement de 1500 à 1000 avant Jésus-Christ, fut l'âge d'or de l'Égypte. C'était une époque de conquête militaire, d'épanouissement culturel et d'influence politique bien au-delà du Nil. Imaginez de grands temples, des villes animées et des pharaons dont les noms résonnent encore aujourd'hui avec admiration. C'est à ce moment-là que l'Égypte devint vraiment l'empire légendaire que nous connaissons. Tout commença avec l'expulsion des Hyksos, un groupe de dirigeants étrangers qui avaient pris le contrôle du nord de l'Égypte. La libération menée par le pharaon Ahmosis Ier marqua le début de la 18e dynastie et posa les bases de la montée en puissance de l'Égypte. Mais il ne s'agissait pas seulement de reprendre le contrôle, il s'agissait d'expansion. Des pharaons comme Thoutmôsis Ier et Thoutmôsis III furent des conquérants ambitieux, repoussant les frontières de l'Égypte bien au-delà du Nil. Ils affrontèrent des voisins puissants, des Nubiens au sud jusqu'aux Hittites au nord, et laissèrent leur empreinte à travers des victoires militaires et des mariages diplomatiques. La puissance militaire de l'Égypte n'était pas seulement un symbole, c'était un outil essentiel d'expansion. Les pharaons du Nouvel Empire menèrent de nombreuses campagnes à l'étranger, gagnant des territoires qui apportèrent richesse, ressources et avantages stratégiques. Thoutmôsis III, souvent surnommé le Napoléon de l'Égypte, est resté célèbre pour son génie militaire. Il mena au moins 6 campagnes, étendant l'influence égyptienne jusqu'au Levant, en Syrie et en Nubie. Ces victoires consolidèrent la réputation de l'Égypte comme un empire de grande puissance et d'ambition. Mais l'expansion ne passa pas seulement par la guerre. Des pharaons comme Ramsès II, l'un des souverains les plus célèbres de l'Égypte, furent aussi de fins diplomates. La fameuse bataille de Kadesh, opposant Ramsès II à l'Empire hittite, se termina par une impasse, mais elle déboucha sur l'un des premiers traités de paix connus de l'histoire. Ramsès réussit à négocier un accord, prouvant que l'Égypte ne se limitait pas à la guerre. Elle savait aussi user de stratégie, d'alliances et de diplomatie pour conserver son influence. Son règne, qui dura 66 ans, fut marqué par d'immenses projets de construction, comme l'édification d'Abou Simbel, l'un des complexes de temples les plus impressionnants d'Égypte. Cette époque se distingua également par des réalisations culturelles et architecturales remarquables. Les pharaons du Nouvel Empire commanditèrent certaines des structures les plus emblématiques de l'histoire égyptienne. Les temples de Karnak et de Luxor atteignirent leur grandeur maximale, et la vallée des rois devint le lieu de sépulture des souverains les plus puissants, dont Toutankhamon, Akhenaton et Ramsès II. Ces monuments n'étaient pas seulement des symboles de puissance divine, mais aussi des preuves de la richesse et de l'influence de l'Empire, reflétant une civilisation à son apogée. Mais être l'aspect le plus fascinant du Nouvel Empire fut le règne d'Akhenaton. Connu pour ses réformes religieuses radicales, il tenta de rompre avec les traditions polythéistes pour instaurer le culte d'une seule divinité, le disque solaire, Aton. Ces changements furent de courte durée, mais ils offrent un aperçu unique de la relation complexe entre pouvoir et religion en Égypte. Son règne bouleversa l'ordre établi et, après sa mort, le pays revint à ses divinités traditionnelles. Néanmoins, son passage sur le trône laissa une trace durable et prépara le terrain au règne de son fils célèbre, Toutankhamon. Malgré toute sa grandeur, le Nouvel Empire montrait déjà des fissures. L'ampleur de l'Empire devenait de plus en plus difficile à gérer, et les pressions venues de puissances émergentes comme les Assyriens et les Babyloniens commencèrent à peser lourd. Mais à son apogée, l'Égypte était un véritable phare de civilisation. Sa richesse, sa force militaire et ses réalisations culturelles n'avaient pas d'équivalent. Et son influence dépassait largement les rives du Nil. Le Nouvel Empire fut l'âge d'or de l'Égypte, la période où le royaume atteignit son sommet à tout point de vue. C'était un temps de puissance inégalée, où les pharaons régnaient non seulement sur l'Égypte, mais aussi sur d'immenses territoires. C'était aussi une époque de profonde signification culturelle et religieuse, où de grands temples et des statues monumentales immortalisaient les souverains divins. Cependant,
Comme nous le verrons plus tard, les graines du déclin étaient déjà semées, avec l'affaiblissement progressif du pouvoir, les troubles internes et les menaces extérieures. Mais pour l'instant, nous retenons le Nouvel Empire comme l'apogée de la puissance égyptienne, une époque où cette civilisation majestueuse rayonnait aussi bien dans son propre pays que sur la scène mondiale. Le règne d'Hatchepsout, la pharaone d'Égypte. Imaginez une femme, seule face au poids de milliers d'années de tradition. Une femme qui ne se contente pas de monter sur le trône, mais qui porte la couronne royale et la barbe des pharaons. À une époque où les dirigeants de l'Égypte étaient presque exclusivement des hommes, la reine Hatshepsut prit le pouvoir et redéfinit ce que signifiait être pharaon. Son histoire, aussi audacieuse que remarquable, commence avec son accession au pouvoir pendant le Nouvel Empire, vers le XVe siècle avant notre ère. Hatshepsut n'était pas destinée à régner. À la mort de son mari, Thoutmôsis II, elle devint régente pour son jeune beau-fils, Thoutmôsis III. Mais au fil des années, Hatshepsut fit un choix inattendu. Elle se proclama pharaon. Ce n'était pas une simple déclaration, c'était une décision calculée qui allait changer l'histoire de l'Égypte. Pour affermir son autorité, elle adopta tous les attributs royaux, y compris le titre masculin traditionnel de roi de haute et basse, Égypte, et porta même la fausse barbe des pharaons qui l'avaient précédée. Le monde voyait alors une femme non seulement régner, mais incarner pleinement le pouvoir et les symboles de la monarchie égyptienne. Ce qui rend son règne encore plus fascinant, c'est la manière dont elle sut mêler force et diplomatie. Alors que beaucoup de pharaons concentraient leurs efforts sur les conquêtes militaires, Hatshepsut choisit de renforcer son pouvoir par le commerce et les alliances pacifiques. L'une des plus grandes réussites de son règne fut une expédition remarquable vers le pays de Punt, une terre mystérieuse qui correspondrait aujourd'hui à la Somalie ou à l'Éthiopie. Ce voyage, l'une des missions commerciales les plus réussies de l'histoire égyptienne, ramena de l'or, de l'encens, des animaux exotiques et d'autres richesses qui consolidèrent sa réputation de souveraine prospère. La représentation de cette expédition, gravée sur les murs de son temple funéraire à Der el-Bahari, demeure l'un des témoignages les plus célèbres de son règne et un symbole emblématique de son succès. Mais Hatshepsut n'était pas seulement une diplomate habile. Elle fut aussi une bâtisseuse de projets monumentaux. Son temple funéraire, toujours debout aujourd'hui dans la vallée des rois, est un chef-d'œuvre de son héritage. Ses terrasses ornées de grandes colonnes se dressent majestueusement face au désert, reflétant la grandeur de son règne. C'est là que le nom d'Hatshepsut fut immortalisé non pas seulement comme une reine, mais comme l'un des pharaons les plus accomplis d'Égypte. Malgré la paix et la prospérité qu'elle apporta, son règne ne fut pas sans obstacle. Les traditionalistes, incapables d'accepter qu'une femme porte la couronne de pharaon, rejetèrent son autorité. Il y eut des murmures, puis des accusations, et après sa mort, une tentative d'effacer sa mémoire. Thoutmôsis III, son beau-fils et successeur, aurait peu être orchestré cette damnatio memoria. Les temples furent profanés, les inscriptions effacées et ses statues brisées. Son règne semblait voué à l'oubli, mais l'histoire, comme souvent, finit par ressusciter ceux qui l'ont façonné. Les accomplissements d'Hatshepsut, presque effacés par le temps, sont aujourd'hui célébrés comme parmi les plus grands succès du Nouvel Empire. Son règne fut synonyme de paix, de prospérité et d'un épanouissement culturel remarquable. Elle fit ce que beaucoup croyaient impossible régner comme pharaon, et pas seulement comme reine. En le faisant, elle s'assura une place dans les annales de l'histoire égyptienne. L'histoire d'Hatshepsut nous rappelle la résilience et l'ingéniosité qui ont porté l'Égypte à sa grandeur. Son règne ne fut pas une simple note de bas de page, mais un moment décisif qui transforma le destin du royaume. Elle n'était pas seulement une femme portant la couronne, mais une dirigeante qui redéfinit le rôle du monarque, prouvant que le pouvoir ne dépend pas du genre, mais de la capacité à gouverner, à s'adapter et à laisser un héritage durable.
L'ère d'Hatchepsout fut celle d'une Égypte qui prospéra non pas par les conquêtes militaires, mais grâce au commerce, à la diplomatie et à une vision éclairée. Son règne, bien que relativement court, laissa une empreinte indélébile sur l'histoire, résonnant bien après sa mort. Le récit d'Hatchepsout s'inscrit, à bien des égards, dans la grande saga des hauts et des bas de l'Égypte. Une femme qui lutta contre la tradition transforma un royaume et devint une légende presque oubliée, puis redécouverte à la lumière des recherches modernes. C'est une histoire de pouvoir, de résilience et de l'impact intemporel du leadership. Les pharaons guerriers, les campagnes militaires de Thoutmôsis III et Ramsès II, imaginez le vaste désert qui s'étend à perte de vue, le soleil brûlant au-dessus de vos têtes et le bruit des chars et des soldats résonnant dans l'air. Les guerriers d'Égypte avancent, menés par deux des pharaons les plus légendaires de l'histoire, Thoutmôsis III et Ramsès II. Séparés par des siècles, ces deux souverains partagèrent pourtant la même ambition, agrandir l'empire égyptien et s'assurer une place éternelle dans l'histoire en tant que géants militaires. Leur campagne n'était pas seulement des conquêtes de territoire, mais aussi une affirmation de la puissance égyptienne, redessinant la carte politique de leur époque et laissant un héritage qui résonnerait pendant des générations. Thoutmôsis III, souvent surnommé le Napoléon de l'Égypte, monta sur le trône durant la 18e dynastie au XVe siècle avant notre ère. Bien qu'encore jeune lorsqu'il devint pharaon, il prouva rapidement qu'il était l'un des plus brillants stratèges militaires de l'histoire égyptienne. Son règne fut marqué par une série de campagnes spectaculaires, notamment au Proche-Orient, où il mena l'Égypte à son plus vaste territoire. Le génie militaire de Thoutmôsis reposait autant sur sa stratégie que sur sa capacité à s'adapter et à innover. L'une de ses campagnes les plus célèbres fut la bataille de Megiddo, où il affronta une coalition de forces cananéennes. Contre toute attente, son armée sortit victorieuse, démontrant son génie tactique et consolidant sa réputation de maître de la guerre. Ces campagnes suivantes poussèrent les frontières égyptiennes jusqu'à la Syrie et l'Irak actuels, apportant à l'Égypte une richesse et une influence sans précédent. Puis, des siècles plus tard, vint Ramsès II, aussi connu sous le nom de Ramsès le Grand. Son règne, qui dura 66 ans au cours de la 19e dynastie, fut marqué par de nombreuses campagnes militaires, dont la plus célèbre reste sa confrontation avec les Hittites à Kadesh. Ce fut l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire. Bien que son issue fût indécise, Ramsès sut habilement transformer l'événement en triomphe grâce à la propagande, renforçant ainsi son image de grand pharaon guerrier. Mais ses ambitions militaires ne se limitaient pas à cette seule bataille. Tout au long de son règne, il mena des campagnes en Nubie, en Libye et au Levant, consolidant les frontières de l'Égypte et affirmant sa domination régionale. Sa puissance militaire était complétée par sa capacité à renforcer l'autorité à l'intérieur du royaume, assurant la stabilité non seulement par la guerre, mais aussi par la loyauté de ses sujets. Ce qui frappe chez Thoutmôsis III et Ramsès II, c'est leur compréhension du rôle de la guerre dans la construction de leur héritage. Pour eux, les campagnes militaires n'étaient pas seulement des conquêtes, mais aussi des démonstrations de la faveur divine et de leur statut quasi sacré. Chaque victoire renforçait l'image du pharaon comme protecteur de l'Égypte, investi d'une mission divine. Leurs campagnes répondaient aussi aux menaces de leur époque. Celle de Thoutmôsis visait à contenir la montée des puissances du Proche-Orient, tandis que celle de Ramsès, notamment contre les Hittites, visait à maintenir l'influence égyptienne et défendre ses frontières. Tous deux comprenaient que la survie du royaume dépendait de sa capacité à projeter sa puissance. Mais si leurs victoires furent éclatantes, leurs héritages révèlent aussi la fragilité du pouvoir égyptien. Les conquêtes rapportèrent gloire et richesse, mais elles épuisèrent aussi les ressources. Le long règne de Ramsès, par exemple, étendit l'empire au point de le fragiliser. L'effort militaire qui fit de l'Égypte
une puissance redoutée contribua aussi, à terme, à son déclin face aux pressions extérieures, aux tensions internes et aux difficultés économiques. Leur histoire nous rappelle que même les empires les plus puissants finissent par affronter des défis qu'aucune armée ne peut repousser. Toutmosis III et Ramsès II furent des chefs brillants qui forgèrent la puissance de l'Égypte par la guerre. Mais leurs campagnes marquèrent aussi l'apogée de sa puissance militaire, un sommet qui, comme tous les empires, allait inévitablement laisser place au déclin. Les pharaons guerriers sont restés dans les mémoires non seulement pour leur victoire, mais pour la manière dont leur génie militaire façonna l'essor et finalement le déclin de l'Égypte. Le Nil, le souffle vital de l'Égypte et son impact sur la civilisation. Imagine l'Égypte, un vaste désert à perte de vue. Maintenant, visualise un ruban de verdure traversant cet espace aride, une véritable ligne de vie au milieu de la terre stérile. Ce ruban, c'est le Nil, et sans lui, l'essor de l'Égypte en tant que l'une des plus grandes civilisations de l'histoire aurait été impossible. Pour les anciens Égyptiens, le Nil n'était pas seulement un fleuve, c'était tout pour eux leur nourriture, leurs moyens de transport et même le fondement de leur identité. Pendant des siècles, le Nil a été l'artère vitale de l'Égypte. Plus qu'un fleuve, il tissait ensemble la culture, l'économie et la spiritualité du pays. S'étendant sur plus de 4000 milles du sud vers le nord, le Nil est le plus long fleuve du monde et son rôle dans la civilisation égyptienne ne peut être surestimé. Ses crues annuelles, prévisibles et presque magiques, déposaient le limon riche en nutriments sur ses rives, créant des sols fertiles qui permettaient à l'agriculture de prospérer dans un environnement autrement hostile. Les Égyptiens l'avaient bien compris. Ils appelaient leur pays le don du Nil, et c'est exactement ce qu'il était. Toute l'agriculture dépendait du cycle des crues du Nil. Chaque année, les eaux montaient, recouvrant les terres environnantes et enrichissant les sols de minéraux et de sédiments. Une fois les eaux retirées, la terre était prête pour les semailles, et les Égyptiens récoltaient du blé, de l'orge et du lin. Ces cultures nourrissaient la population et assuraient la prospérité. Dans un pays où la pluie était rare et imprévisible, le flux régulier du Nil apportait stabilité et ordre, essentiels à la survie de la civilisation. Mais le Nil ne servait pas qu'à nourrir la terre. Il était aussi une voie de transport capitale. Le fleuve reliait la haute et la basse Égypte, facilitant la circulation des biens, des personnes et des armées à travers le royaume. Une grande partie du commerce égyptien avec la Mésopotamie ou la Nubie passait par le Nil. Et au-delà du commerce, il était le canal par lequel la culture, la religion et l'art égyptien s'étendaient. Le fleuve devint un symbole d'unité nationale, l'incarnation physique du pouvoir du pharaon sur ses terres. Sur le plan spirituel, le Nil avait une importance immense. Les Égyptiens le considéraient comme sacré, le personnifiant par le dieu Hapi, divinité des crues annuelles. Hapi était représenté comme une figure bienveillante, apportant abondance et prospérité. Chaque crue était perçue comme un acte divin, une bénédiction des dieux. Le cycle régulier des eaux rappelait aux Égyptiens la nature cyclique de la vie naissance, mort, renaissance. C'était l'expression de leur foi profonde dans l'équilibre et l'ordre, principe qui guidait toute leur civilisation. Pourtant, même le puissant Nil n'était pas infaillible. Ses crues n'étaient pas toujours au rendez-vous. En période de sécheresse, quand le fleuve ne débordait pas assez, les famines et les difficultés apparaissaient. L'imprévisibilité de son flux pouvait entraîner des tensions et des troubles. Chaque défaillance du Nil marquait un tournant dans l'histoire, contribuant à des phases de déclin et de fragmentation. À travers les siècles, alors que l'Égypte connaissait grandeur et chute, le Nil est resté constant. Il a vu l'apogée de l'Ancien Empire, la splendeur du Nouvel Empire, et même la lente décadence qui suivit. Il a porté les armées de Ramsès II vers la victoire,
et il a aussi été témoin de la fragilisation du pouvoir quand les luttes internes et les menaces extérieures s'intensifiaient. Mais jamais il n'a cessé d'être le cœur de l'Égypte. Aujourd'hui encore, le Nil coule, fidèle à lui-même. Il demeure vital pour l'Égypte moderne, nourrissant toujours les terres. La civilisation qui naquit sur ses rives a disparu. Mais l'héritage du Nil continue, rappelant que les plus grandes civilisations naissent souvent de leur lien intime avec la nature. Le Nil n'était pas seulement le souffle vital de l'Égypte, il en était l'essence même. Sans lui, l'Égypte n'aurait jamais été l'empire qu'elle est devenue. Et en retraçant son histoire, on ne peut oublier ce fleuve qui a rendu tout cela possible. L'invasion des Hyksos, domination étrangère et lutte de l'Égypte, il est difficile d'imaginer l'Égypte, terre de puissants pharaons, vulnérable face à un ennemi étranger. Pourtant, au cours de la deuxième période intermédiaire, vers le XVIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est exactement ce qui arriva. Pendant un temps, l'Égypte jadis invincible fut dirigée par des étrangers. Les Hyksos, un groupe de peuples sémites venus de l'extérieur, réussirent à s'infiltrer et à prendre le contrôle du delta du Nil, ouvrant l'un des chapitres les plus tumultueux de l'histoire égyptienne. Les Hyksos n'étaient pas de simples envahisseurs, c'étaient des guerriers aguerris, et leur conquête ne se fit pas par de grandes batailles spectaculaires, mais par un processus lent et insidieux. Ils s'installèrent d'abord dans l'est du delta du Nil, en tant que commerçants, construisant leurs propres villes fortifiées et établissant progressivement une base en Égypte. Avec le temps, ils finirent par s'imposer et gouverner une grande partie de la basse, Égypte. Pour les Égyptiens, ce fut un choc terrible. Non seulement ils subissaient une occupation étrangère, mais les équilibres de pouvoir établis depuis des siècles étaient bouleversés. Ce qui rendit l'invasion des Hyksos particulièrement éprouvante pour les Égyptiens, ce ne fut pas seulement la perte de pouvoir, mais aussi le choc culturel. Les Hyksos apportèrent avec eux des technologies avancées, inconnues jusque-là. La plus marquante fut le char tiré par des chevaux, une arme de guerre qui révolutionna les tactiques militaires de l'Antiquité. Avant eux, l'armée égyptienne reposait surtout sur l'infanterie. Or, le char apportait vitesse, mobilité et puissance. Des atouts que les Égyptiens n'avaient jamais rencontrés. C'était une révolution, et l'armée égyptienne dut s'adapter en urgence à ce nouveau mode de combat. À cette époque, l'Égypte était divisée. Tandis que les Hyksos contrôlaient le nord, le royaume du sud, autour de Thèbes, restait sous domination égyptienne. Cette division du pays entraîna une période d'instabilité, les Égyptiens du sud luttant pour reconquérir leurs terres et leur souveraineté. La lutte entre les Hyksos au nord et les Égyptiens au sud allait ouvrir la voie à certains des moments les plus décisifs de l'histoire égyptienne. Le tournant se produisit sous le règne de Sékénénré Tao, roi de Thèbes. Bien que son règne fût court, sa mort devint un cri de ralliement pour les Égyptiens. On dit qu'il mourut au combat contre les Hyksos, et les blessures retrouvées sur sa momie témoignent d'un souverain qui s'était battu farouchement pour protéger son peuple. Son sacrifice ralluma la flamme de la résistance au sud, ouvrant la voie à son fils Kamosé, puis à Ahmosis Ier, qui finirait par chasser les Hyksos d'Égypte. La campagne d'Ahmosis Ier pour expulser les Hyksos fut un tournant majeur, marquant le début du nouvel empire. Sa victoire ne fut pas seulement militaire, elle fut le symbole de la résilience égyptienne. Il unifia à nouveau le pays et inaugura une nouvelle ère de domination. L'expulsion des Hyksos transforma aussi l'armée égyptienne. Les Égyptiens adoptèrent les chars et autres innovations militaires introduites par leurs ennemis, les retournant à leur avantage. Ils avaient appris, s'étaient adaptés et en étaient sortis plus forts. Cependant, l'héritage des Hyksos ne disparut pas avec leur expulsion. Leur passage en Égypte laissa une empreinte durable, tant sur le plan technologique que dans la perception du pouvoir étranger. Pendant longtemps encore,
Leur influence se fit sentir dans la société et l'armée égyptienne. Les Égyptiens avaient retenu une leçon essentielle, l'importance de l'innovation et de l'adaptation face aux menaces extérieures. L'invasion des Hyksos fut un moment charnière de l'histoire égyptienne, une période de souffrance, de lutte et de privation, mais aussi d'adaptation et de résilience. La capacité des Égyptiens à repousser l'occupation et à reconquérir leur territoire ouvrit la voie au nouvel empire, une ère de puissance, de prospérité et d'expansion. Les Hyksos, bien qu'ils aient régné un temps sur l'Égypte, furent finalement expulsés, mais leur héritage technologique et militaire marqua profondément le pays pour les siècles à venir. En fin de compte, l'invasion des Hyksos rappelle que même les plus grands empires peuvent vaciller, mais elle montre aussi que l'Égypte, comme tant d'autres civilisations, savait renaître plus forte, plus sage et plus déterminée que jamais. La période d'Amarna, les réformes radicales d'Akhenaton et la révolution religieuse, imaginez une époque où tout le paysage d'une civilisation bascule d'un coup, non pas par la guerre ou une invasion, mais par la décision d'un seul individu. C'est ce qui arriva sous le règne du pharaon Akhenaton, dont les réformes audacieuses remodelèrent l'Égypte ancienne d'une façon qui intrigue encore les historiens. La période d'Amarna, comme on l'appelle, fut un temps de bouleversement religieux intense, où le passage radical d'Akhenaton du polythéisme égyptien traditionnel à l'adoration d'une seule puissance, Aton, transforma non seulement la religion du pays, mais aussi sa culture, son art et sa société. Les effets de ces choix furent profonds, et, même si ces changements ne survécurent pas à son règne, l'écho de sa révolution se fait encore sentir aujourd'hui. Le règne d'Akhenaton, qui commença au XIVe siècle avant notre ère, fut marqué par une rupture audacieuse avec les traditions religieuses millénaires de l'Égypte. Pendant des siècles, l'Égypte avait été une société polythéiste, avec des idoles comme Ré, Isis et Osiris, vénérés à travers tout le pays. Les prêtres d'Amon, l'esprit du soleil, détenaient un pouvoir immense, et tout l'édifice religieux et politique de l'Égypte était intimement lié au culte de ces esprits. Mais Akhenaton, dont le nom signifie « esprit vivant d'Aton », chercha à remplacer la multiplicité des esprits par une seule divinité toute-puissante Aton, le disque solaire. C'était un changement monumental. Akhenaton ne proposa pas seulement de modifier le culte. Il voulut faire d'Aton l'unique idole véritable, reléguant toutes les autres puissances dans l'ombre. Il ferma les temples dédiés aux autres idoles et transféra la capitale de Thèbes vers une ville nouvellement bâtie, Akhétaton, l'actuel Amarna, consacré à Aton. L'obsession du pharaon pour cette nouvelle religion était totale. Lui et sa reine, Néfertiti, furent représentés d'une manière jamais vue auparavant dans l'art égyptien, plus naturaliste, plus humaine, rompant avec le style figé des souverains précédents. Au cœur de la révolution religieuse d'Akhénaton se trouvait sa conviction qu'Aton n'était pas seulement l'esprit du soleil, mais un symbole de vie et de lumière, une force universelle dépassant le panthéon traditionnel. Ce faisant, Akhénaton rejeta de fait le clergé établi d'Amon, détenteur d'un immense pouvoir politique, et déplaça le centre religieux de l'Égypte vers sa nouvelle cité. Les réformes touchèrent jusqu'à la famille royale. Akhénaton et Néfertiti furent présentés comme des intermédiaires divins entre Aton et le peuple, perçus comme les agents directs de la volonté d'Aton, changeant la manière dont les sujets voyaient les pharaons. Cependant, les réformes d'Akhénaton ne furent pas accueillies à bras ouverts. Beaucoup d'Égyptiens y virent une menace directe pour leur mode de vie, et les prêtres autrefois riches et influents furent écartés. Le peuple, habitué à une riche constellation de divinités intercédant en sa faveur, eut du mal à accepter Aton comme unique puissance. Mais la détermination d'Akhénaton resta inébranlable. Sa volonté de transformer la société ne se limita pas à la religion. L'art et la culture connurent eux aussi une mutation radicale durant la période d'Amarna.
L'art traditionnel, avec ses représentations rigides des idoles, des pharaons et des nobles, laissa place à un style plus souple et naturaliste. La famille royale y est souvent montrée dans des scènes tendres et intimes Akhenaton, Néfertiti et leurs enfants dans des moments d'affection à 1000 lieues des images austères d'autrefois. Malgré la ferveur personnelle d'Akhenaton, ces changements furent de courte durée. Après sa mort, ses successeurs, dont son fils Toutankhamon, abandonnèrent rapidement la révolution religieuse. La capitale retourna à Thèbes et les temples d'Aton furent délaissés ou détruits. Le sacerdoce d'Amon reprit sa puissance et les anciennes idoles retrouvèrent leur place d'honneur. L'héritage d'Akhenaton, perçu comme une rupture, ne fut qu'une brève parenthèse dans l'histoire égyptienne. Pourtant, l'impact de son règne ne peut être minimisé. Son éloignement radical des traditions religieuses inspira des souverains et des penseurs ultérieurs, et, fait singulier, sa tentative d'établir un monothéisme a peu être influencé la pensée religieuse de civilisations postérieures, même si l'ampleur de cette influence demeure discutée. Les transformations artistiques et culturelles de la période d'Amarna offrent aussi l'image d'une Égypte plus humaine et intime, un aperçu rare de la vie royale. La révolution religieuse d'Akhénaton est un chapitre fascinant de l'ascension et du déclin de l'Égypte ancienne. Elle fut brève, mais elle prouva qu'un seul dirigeant pouvait tenter de remodeler le destin d'une civilisation entière. Au final, la période d'Amarna rappelle que, même dans les empires les plus puissants, le changement peut venir d'en haut et prendre des formes totalement inattendues. Le déclin du nouvel empire, lutte interne et pressions extérieures, à l'apogée de sa puissance, le nouvel empire fut l'âge d'or de l'Égypte, une époque d'immenses richesses, de domination militaire et d'accomplissements monumentaux. Des pharaons comme Thoutmôsis III et Ramsès II étaient vénérés comme des idoles, leurs noms gravés dans l'histoire pour leurs victoires et leurs constructions grandioses. L'Égypte régnait sans partage sur le monde ancien, semblant invincible. Mais, comme l'histoire le montre souvent, même les empires les plus puissants peuvent tomber, et pour l'Égypte, un mélange de tensions internes et de pressions extérieures éroda peu à peu son immense puissance. Le nouvel empire, qui s'étendit du XVIe au XIe siècle avant notre ère, est souvent considéré comme le sommet impérial de l'Égypte. Le royaume porta ses frontières à leur extension maximale, contrôlant de vastes territoires au Proche-Orient et en Nubie. C'était une période de prospérité, durant laquelle des monuments comme les temples de Karnak et le temple funéraire de Ramsès II à Abou Simbel furent érigés pour honorer les esprits et renforcer le statut divin des pharaons. Mais à mesure que l'Égypte grandissait, ces problèmes s'amplifiaient. À l'intérieur, le nouvel empire fut miné par des luttes de pouvoir. L'autorité centrale des pharaons commença à faiblir, notamment parce que les souverains qui suivirent Ramsès II ne furent pas à la hauteur de ses talents. Les pharaons ultérieurs manquèrent du génie militaire et du charisme nécessaires pour maintenir l'empire, et leurs règnes furent souvent marqués par l'instabilité. Les richesses se tarirent, épuisées par des campagnes coûteuses et des chantiers dispendieux qui mirent à rude épreuve les ressources du royaume. Le coût d'un empire si vaste pesa lourdement sur l'économie et l'afflux de richesses se fit de plus en plus rare. Parallèlement, le clergé, surtout les prêtres d'Amon à Thèbes, prit de l'ascendant, devenant une épine dans le flanc des pharaons. Détenant d'immenses richesses et une forte influence politique, ils contestèrent parfois l'autorité royale. Cette tension religieuse et politique entretint une agitation constante et fragmenta davantage l'unité du royaume. À l'extérieur, les voisins de l'Égypte se firent plus agressifs. Les Hittites au nord, les peuples de la mer, ainsi que d'autres groupes du Levant et d'Asie mineure, virent en l'Égypte un empire affaibli, propice à l'attaque. La période de gloire militaire, où l'Égypte conquérait et contrôlait de vastes territoires, touchait à sa fin. L'armée égyptienne, jadis redoutable,
vacilla sous le poids d'un empire surétendu. Les ressources manquaient, et l'Égypte ne parvint plus à défendre efficacement ses frontières. L'arrivée des peuples de la mer au XIIe siècle avant notre ère marqua un tournant. Ces envahisseurs mystérieux déferlèrent sur l'est de la Méditerranée, ravageant de nombreuses civilisations, dont l'Égypte. Les pharaons durent se concentrer sur la défense plutôt que sur l'expansion. Et même si Ramsès III parvint à repousser une partie de ses envahisseurs, le mal était fait. L'armée était épuisée, la puissance diminuée, et l'empire autrefois redouté au bord de l'effondrement. Le déclin du nouvel empire ne se résume pas à des défaites militaires. C'est la lente désagrégation des systèmes qui avait tenu l'Égypte pendant des siècles. Le prix de l'empire en argent, comme en vies humaines, avait trop étiré le royaume. Le pouvoir central des pharaons fut sapé par les rivalités internes et la corruption. L'empire qui avait dominé le monde ancien se désagrégeait de l'intérieur, tandis que les pressions extérieures s'intensifiaient. À la fin de la 20e dynastie, l'Égypte n'était plus que l'ombre d'elle-même. Le royaume autrefois prospère était fragmenté, et l'armée jadis crainte n'était plus qu'une coquille vide. Le nouvel empire, apogée de la puissance égyptienne, avait entamé sa descente. S'ensuivit une période d'instabilité et d'éclatement, marquée par l'affaiblissement de l'autorité centrale et la perte de l'ancienne grandeur. En regardant le déclin du nouvel empire, on voit qu'il ne fut pas causé par un seul événement, mais par un faisceau de facteurs. Les divisions internes, la surexpansion militaire et les invasions extérieures y contribuèrent toutes. L'histoire du déclin de l'Égypte rappelle que même les civilisations les plus puissantes peuvent être défaites par les forces mêmes qui ont fait leur grandeur la démesure, les fractures internes et la pression d'un monde en mutation. Au bout du compte, le déclin du nouvel empire ne fut pas seulement la chute d'un empire. Ce fut le début de la fin de la domination égyptienne dans le monde ancien. Du sommet de sa puissance, l'Égypte glissa vers la fragmentation, mais son histoire était loin d'être close. L'héritage du nouvel empire, avec sa grandeur et sa gloire, résonna à travers les siècles, même lorsque l'Égypte entra dans son déclin ultime. La fin de l'empire égyptien, la chute face aux Assyriens et aux Perses, le soleil s'était couché sur le long règne de l'Égypte en tant que superpuissance. Pendant des siècles, elle avait été le cœur de la civilisation, un empire dont l'influence s'étendait des rives du Nil jusqu'aux confins du monde antique. Mais rien ne dure éternellement, et, finalement, l'Égypte tomba sous les coups même des empires qu'elle avait autrefois dominés. Les Assyriens et les Perses, deux forces venues de l'Est, furent ceux qui mirent l'empire égyptien à genoux. L'Égypte avait déjà traversé des périodes de déclin, mais celle-ci était différente. Le nouvel empire, sommet de sa puissance, s'était effondré sous le poids des conflits internes, des difficultés économiques et d'une succession de guerres. Les pharaons qui suivirent les grands conquérants comme Ramsès II ne parvinrent plus à maintenir le même niveau de contrôle. Les frontières se rétractèrent et l'influence autrefois immense pâlit. Pour comprendre cette chute, il faut regarder le moment où l'empire fut le plus faible, lorsqu'il se trouva pour la première fois face à la poussée assyrienne. Au 7e siècle, avant Jésus-Christ, l'Égypte se retrouva prise entre deux grands empires, la Syrie au nord et l'empire perse en pleine ascension à l'est. Les Assyriens, conquérants impitoyables, réputés pour leurs méthodes brutales, écrasaient tout sur leur passage. Affaiblie par des décennies de troubles internes, l'Égypte ne put résister à leur assaut. Le pharaon Taharqa, qui tenta de s'opposer à eux, fut vaincu, et la puissance égyptienne ne fut plus que l'ombre d'elle-même. Mais la défaite ne fut pas seulement militaire. C'est aussi le sentiment d'unité, ce ciment millénaire qui se délita. Les Assyriens surent exploiter les divisions internes, s'emparant de villes clés et sapant l'autorité centrale du pharaon. Pour la première fois depuis des siècles, l'Égypte cessa d'être la puissance incontestée du monde antique. Comme si cela ne suffisait pas, quelques décennies plus tard, l'empire perse, mené par le roi Cambyse II, entra en scène.
Les Perses avaient déjà conquis une grande partie du monde connu et braquèrent à présent leur regard sur l'Égypte. En l'an 525 avant Jésus-Christ, Cambyse lança une campagne rapide et écrasante, vainquant le dernier pharaon, Psamétique III, à la bataille de Péluse. La victoire fut si nette que l'Égypte fut aussitôt absorbée par l'Empire perse. La chute face aux Perses marqua la fin d'une époque. L'Égypte, jadis grande puissance du monde antique, devint une province perse. Ce n'était pas qu'une défaite militaire, c'était la fin symbolique d'un mode de vie. Les dieux et les pharaons, autrefois vénérés, passèrent sous l'autorité d'étrangers. Les temples, jadis centres de culture et de pouvoir, s'intégrèrent à la vaste machine administrative de l'Empire. Le peuple dut s'habituer à une nouvelle réalité. Sa civilisation millénaire n'était plus au sommet. Pourtant, l'Égypte ne fut pas effacée. Même sous domination perse, elle resta un symbole de richesse culturelle, de savoir, d'art et de religion. Certaines facettes de sa culture influencèrent l'Empire perse, comme elles influencèrent plus tard les Grecs et les Romains. L'héritage égyptien était trop puissant pour disparaître. L'ascension et la chute de l'Égypte rappellent que tout empire, si puissant soit-il, demeure vulnérable au temps, aux changements et aux pressions extérieures. Malgré toute sa grandeur, l'Égypte n'échappa pas à l'inévitable. Les Assyriens et les Perses, venus de loin, apportèrent conquête, culture et ambition des forces que l'Égypte avait elle-même jadis maniées. Au bout du compte, son déclin fut un long processus, parallèle à la montée de nouvelles puissances. Et même si l'Empire tomba, son héritage continua de modeler le monde, un écho qui résonne encore aujourd'hui. Les difficultés économiques de l'Égypte antique, de la richesse au déclin, à l'apogée de sa puissance, l'Égypte antique était un phare de richesse et de prospérité. Le Nil, véritable souffle de vie du pays, offrait des sols fertiles et d'immenses richesses provenaient de routes commerciales s'étendant à travers la Méditerranée et au-delà. Les pharaons, avec leurs pyramides et leurs palais grandioses, étaient vus comme des dieux vivants, régnant sur un empire qui semblait invincible. Mais même les plus grandes civilisations connaissent des fragilités. Avec le temps, les bases économiques de l'Égypte commencèrent à s'éroder, entraînant un déclin progressif, mais inévitable. Pendant des siècles, l'Égypte prospéra grâce à la force de son agriculture. La crue annuelle du Nil déposait un limon riche en nutriments, garantissant des récoltes abondantes. Les Égyptiens cultivaient blé, orge et lin, nourrissant la population et les armées chargées de protéger les frontières. Cet excédent agricole permit à la civilisation de se maintenir et d'étendre son influence. C'était le socle de la richesse égyptienne. Les rives fertiles du Nil soutenaient aussi le commerce. L'Égypte échangeait grains, or et lin avec ses voisins, enrichissant à la fois les élites et le peuple. Longtemps, la prospérité parut sans limite, mais à mesure que la richesse augmentait, le coût d'entretien d'un empire si vaste s'alourdissait. Les pharaons de l'âge d'or s'appuyaient sur d'immenses chantiers, des conquêtes militaires et un vaste réseau de temples pour maintenir leur pouvoir. Ces choix grevèrent l'économie, surtout au sommet du nouvel empire. Les constructions à grande échelle monuments, temples, tombes, exigeaient une main-d'œuvre colossale, souvent composée de paysans lourdement taxés. En échange de leur labeur, on leur fournissait vivres et abris. Mais cela ne suffisait pas toujours à répondre aux exigences de l'État. Par moments, les ressources du royaume étaient étirées jusqu'à la rupture, laissant beaucoup dans la précarité. Au fil des siècles, des tensions internes affleurèrent. Les inégalités se creusèrent. Les riches et les puissants vivaient dans l'abondance, tandis que la majorité peinait à joindre les deux bouts. La montée en puissance du clergé d'Amon, de plus en plus fortuné, contrastait avec la dureté du quotidien pour la plupart. Cette fracture alimenta le mécontentement et fragilisa le pouvoir politique. L'administration, déjà surchargée, peinait à gérer les finances du royaume,
et la corruption s'infiltra dans le système. L'Égypte, jadis unie et prospère, se heurta à un mécontentement intérieur croissant. À l'extérieur, les menaces se multiplièrent. À mesure que d'autres empires montaient en puissance, l'Égypte se retrouva coincée entre des rivaux. Le coût d'une présence militaire sur plusieurs fronts, notamment en Nubie et au Levant, devint insoutenable. Les campagnes de Ramsès II, autrefois symbole de force, pesèrent lourdement sur les finances. Si la puissance militaire avait longtemps servi à sécuriser routes commerciales et ressources, ces mêmes entreprises finirent par vider le trésor. Les frontières étaient sans cesse sous pression, et les richesses d'antan ne suffisaient plus à soutenir les ambitions militaires. À l'époque de la troisième période intermédiaire, le déclin économique était évident. Le contrôle du gouvernement central s'affaiblit, le pouvoir se fragmenta, et les chefs locaux, comme les grands prêtres, gagnèrent en influence. L'État, incapable de gérer ses ressources et de conserver sa suprématie militaire, devint vulnérable aux invasions étrangères. Le commerce diminua, surtout après la chute du Nouvel Empire, aggravant encore la situation. Les villes autrefois florissantes se mirent à dépérir, à mesure que les flux de biens et de richesses se tarissaient. La grande civilisation, qui avait reposé des siècles durant sur son agriculture et sa position stratégique, se retrouva à lutter pour survivre. Quand vinrent les conquêtes assyriennes, perses, puis grecques, la vigueur économique qui avait défini l'Empire s'était presque entièrement épuisée. L'Égypte, jadis force dominante du monde antique, n'était plus qu'une province au sein d'empires étrangers. Ces monuments grandioses, jadis symboles de richesse et de puissance, demeuraient comme des rappels silencieux d'une gloire révolue, devenue impossible à entretenir. Les difficultés économiques de l'Égypte antique rappellent avec force que même les plus grandes civilisations peuvent vaciller lorsque les fondations de leur richesse et de leur pouvoir s'érodent. Le passage d'une prospérité incomparable à un déclin prolongé ne fut pas soudain, mais le résultat d'un lent effilochage nourri par des tensions internes, des pressions extérieures et des pratiques intenables. La chute de l'Empire ne vint pas d'un seul coup, mais d'une suite d'erreurs et de faiblesses, qui finirent par l'affaiblir, puis l'emporter. Et si la civilisation ne retrouva jamais sa splendeur passée, l'héritage de sa richesse, de son art et de sa culture continue de nous fasciner, rappelant que les empires, si grands soient-ils, restent fragiles face au temps. La mort mystérieuse de Toutankhamon. La fin prématurée d'un pharaon, le jeune pharaon Toutankhamon est l'une des figures les plus célèbres de l'histoire égyptienne, mais pas pour ses accomplissements en tant que souverain. Son règne, qui dura à peine une décennie, fut relativement peu marquant. Si son nom est immortalisé, c'est surtout à cause du mystère entourant sa mort à seulement 10 à 8 ans. Cette fin prématurée, enveloppée de secrets et de spéculations, fascine historiens, archéologues et grand public depuis près d'un siècle. Toutankhamon monta sur le trône à l'âge de 9 ans, après la mort de son père Akhenaton. Ses premières années furent marquées par le retour aux pratiques religieuses traditionnelles. L'adoration radicale du dieu solaire Aton, instaurée par Akhenaton, ayant été abandonnée. Le jeune roi épousa sa demi-sœur, Ankhésénamon, et malgré son jeune âge, l'Égypte semblait retrouver une certaine stabilité sous son règne. Mais sa mort soudaine et mystérieuse bouleversa le royaume, plongeant le pays dans l'incertitude quant à sa succession et au sort de sa famille. L'histoire de sa mort commença réellement avec la découverte de son tombeau en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter. À l'intérieur, Carter mit au jour un trésor inestimable d'artefacts, et surtout le tombeau presque intact du jeune roi. Mais au milieu de l'or et des joyaux, une question demeurait sans réponse. Comment ce jeune pharaon est-il mort? En 1925, une première équipe d'experts examina sa momie et conclut que la cause du décès était probablement un coup porté à la tête. Mais d'autres hypothèses émergèrent vite, évoquant un accident, un meurtre ou encore une maladie mortelle.
L'une des théories principales suggère que Toutankhamon mourut après une chute de char lors d'une chasse. Une blessure fatale ayant provoqué une infection. Les preuves résidant dans l'état de ses os, plusieurs fractures furent découvertes, dont une jambe cassée mal soignée, qui aurait pu entraîner une infection, une cause fréquente de décès dans l'Égypte ancienne. Certains pensent même que cette blessure survint peu de temps avant sa mort. Pourtant, aucune preuve directe ne permet de lier définitivement cette blessure à son décès. Une autre théorie évoque l'éventualité d'un assassinat. Certains avancent que sa mort aurait pu être orchestrée par un proche, peut être ses conseillers ou même son oncle Aïk qui lui succéda sur le trône. Cette idée est alimentée par le fait que le tombeau, bien que somptueux, ne comportait pas certains symboles royaux habituellement associés à un pharaon de son rang. Quelqu'un aurait-il voulu hâter sa disparition pour des raisons politiques? La question reste ouverte. Ces dernières années, une autre hypothèse a émergé, celle d'une maladie, comme le paludisme ou un trouble génétique. Certains chercheurs ont relevé des anomalies osseuses pouvant indiquer une condition héréditaire. Les parents du jeune roi étaient probablement frères et sœurs, et ces mariages consanguins n'étaient pas rares dans les familles royales afin de préserver la pureté de la lignée. Des tests ADN ont révélé que Toutankhamon portait des marqueurs génétiques de maladies possibles, comme des malformations osseuses et un système immunitaire affaibli. Dans ce contexte, le paludisme, répandu en Égypte à l'époque, aurait pu être fatal à un corps déjà fragilisé. Malgré ces multiples théories, la cause de la mort de Toutankhamon demeure l'un des plus grands mystères de l'Égypte. Sa fin soudaine déclencha une série d'événements menant à la montée en puissance du clergé d'Amon et à un bouleversement politique. Son successeur, Aïkit, n'étant pas issu de la lignée royale, laissa encore plus planer le doute sur une éventuelle intrigue. Ce qui rend cette mort encore plus fascinante, c'est que le pharaon enfant ne laissa aucune œuvre durable. Contrairement à d'autres grands souverains, comme Ramsès II, qui bâtirent des monuments grandioses, Toutankhamon eut un règne presque insignifiant jusqu'à la découverte de son tombeau. Ironie du sort, c'est sa mort prématurée et les trésors de sa sépulture qui assurèrent son immortalité. Son nom, autrefois oublié, devint synonyme de l'une des découvertes archéologiques les plus marquantes de l'histoire. Aujourd'hui, en contemplant les trésors de Toutankhamon, du célèbre masque d'or devenu symbole de l'Égypte ancienne aux richesses de sa tombe, nous nous souvenons de ce jeune roi destiné à régner, mais dont la vie fut écourtée. Sa mort, toujours enveloppée de mystère, reste une énigme captivante. Bien que son règne fût bref et son héritage limité, son histoire perdure non pas dans ses accomplissements, mais dans le mystère qui l'entoure et qui fera toujours partie de la grande saga de l'Égypte. L'héritage de l'Égypte. Comment l'influence de l'Égypte ancienne perdure aujourd'hui? Fermez les yeux et imaginez-vous au pied de la grande pyramide de Gizeh, la dernière merveille encore debout du monde antique. Sa taille colossale, sa précision et son ancienneté racontent une histoire vieille de milliers d'années. Réfléchissez maintenant à toutes les façons dont l'Égypte ancienne a façonné le monde dans lequel nous vivons. Bien que l'empire égyptien se soit effondré depuis longtemps, son héritage demeure dans les langues que nous parlons, les bâtiments où nous vivons, l'art que nous admirons et même notre façon de concevoir le monde. Les anciens Égyptiens ont disparu, mais leur influence est toujours là, résonnant à travers les siècles. La première image qui vient à l'esprit lorsqu'on pense à l'Égypte, ce sont ces monuments incroyables, les pyramides, les temples, les tombes. Ce n'étaient pas de simples constructions, c'étaient des déclarations de puissance, de savoir et d'éternité. Les compétences développées pour ériger ces merveilles furent révolutionnaires. Les principes d'architecture, d'ingénierie et de mathématiques que les Égyptiens maîtrisèrent influencent encore la construction moderne. Nous utilisons leurs méthodes, souvent sans le savoir, dans la conception des bâtiments, des routes et même des villes.
L'idée même de tombeau inspira la conception des catacombes de Rome ou encore des mausolées modernes. L'impact de l'Égypte sur l'art et les symboles est tout aussi profond. Le style égyptien, avec ses formes géométriques strictes, inspira des artistes de la Renaissance jusqu'aux créateurs modernes. L'usage de couleurs vives, les silhouettes stylisées et la mise en valeur des personnages importants influencent encore le design contemporain. Les hiéroglyphes eux-mêmes, par leur beauté visuelle, ont inspiré la typographie et les logos modernes. L'attrait de l'esthétique égyptienne traverse le temps. Plus surprenante encore est l'influence égyptienne sur la science et la médecine. Les Égyptiens furent des pionniers dans les domaines des mathématiques, de l'astronomie et de la santé. Ils comprirent l'importance des chiffres, du mouvement des astres et du corps humain d'une manière qui ne serait redécouverte que bien plus tard. Ils avaient déjà établi des bases en chirurgie, en dentisterie et en anatomie, préparant le terrain pour la médecine moderne. Ils développèrent aussi un calendrier solaire, qui inspira directement celui que nous utilisons encore aujourd'hui. Même notre conception du temps trouve ses racines en Égypte. L'idée de la semaine de 7 jours, la division du temps en heures et en minutes, et même la structure du calendrier moderne proviennent des pratiques égyptiennes. Les Égyptiens furent les premiers à diviser la journée en 24 heures, un concept qui changea pour toujours l'organisation de la vie humaine. Leur compréhension des cycles et des rythmes de la nature continue d'influencer nos calendriers et nos horloges. La religion égyptienne, elle aussi, laissa une empreinte durable. Si la plupart de leurs divinités appartiennent aujourd'hui aux mythes, les idées de vie après la mort, de jugement divin et de lien entre vivants et morts ont marqué de nombreuses cultures. Les pratiques spirituelles égyptiennes inspirèrent les Grecs, puis les Romains, et certains concepts perdurent encore. L'idée d'immortalité, la pesée des âmes et la quête de sens au-delà de la vie rappellent la vision égyptienne de l'au-delà. Les anciens Égyptiens furent aussi parmi les premiers à inventer une écriture. Leurs hiéroglyphes ne furent que le début. L'influence de leur système se retrouve dans les alphabets modernes et dans notre rapport à l'écriture et à la mémoire. De la conservation des savoirs sur des rouleaux jusqu'aux livres et textes numériques d'aujourd'hui, leur souci de transmettre l'information façonne encore nos pratiques. Enfin, l'influence de l'Égypte se retrouve dans les idées de gouvernance et de justice. Leur notion de principe de vérité, d'équilibre et d'ordre, inspira les bases des systèmes juridiques modernes. L'idée du souverain protecteur de la justice, garant de l'ordre, se reflète encore dans les monarchies, les républiques et les démocraties. Ainsi, bien que l'empire égyptien ait disparu, son héritage s'est tissé dans le tissu même de nos vies. Des monuments qui nous émerveillent encore aux principes scientifiques, artistiques et spirituels qui nous guident, l'influence de l'Égypte ancienne est partout, souvent sans que nous en ayons conscience. La montée et la chute de l'Égypte appartiennent au passé, mais son empreinte demeure vivante dans nos idées, nos constructions et nos croyances.